Donc maintenant, on va passer au Final Award, c'est-à-dire que je vais attribuer des récompenses sur des catégories que j'ai inventées moi, sur des nominations que j'ai faites moi, et donc des prix que j'attribue moi. Donc ce n'est que mon avis, je déteste quand les gens disent ça. Je déteste quand les gens disent ce n'est que mon avis. Évidemment, quand on parle, on donne forcément que son avis. Si on donne l'avis des autres, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, chacun donne son avis, et comme ça permet d'échanger, etc. Et justement, c'est en parlant qu'on évolue sur nos avis, qu'on affine nos avis, qu'on ait raison ou pas à la base. Si on a tort à la base en discutant, on peut d'un coup voir que c'est l'autre qui a raison, changer d'avis et du coup avoir raison. Ou alors, on peut avoir raison, parler à quelqu'un qui a tort, mais du coup ça nous oblige à trouver les arguments, mettre les mots sur ce qu'on aime dans un film, etc. pour le défendre, et du coup ça affine notre avis, donc dans tous les cas c'est intéressant de débattre. Bref, donc en gros, ce n'est que mon avis, je déteste cette phrase, mais c'est pas grave, mais bon, j'espère que mon avis vous intéressera. Alors, on passe à la première catégorie, c'est la catégorie, j'ai fait un package, la catégorie meilleure réalisation, photographie et montage. Parce que des fois, dans des films, c'est la photo qui est bien, la réalisation est moyenne et le montage est normal. Des fois, c'est le montage qui est vraiment bien. Et des fois, ben, il y a un peu des trois. Donc voilà, j'ai pas réussi à faire une catégorie où j'avais au moins 3 nominés qui avaient une super réal, comme l'an dernier par exemple, où on avait Danny Boyle, on avait Zack Snyder, on avait Mel Gibson et où on avait Vin Diesel. Là, j'en ai pas trouvé, du coup, j'ai fait un package. Du coup, dans cette catégorie, les nominés sont Darren Aronofsky, Matthew Libatic et Andrew Weisblum pour Mother, Damien Chazelle, Linus Green et Tom Cross pour La La Land, Guy Ritchie, John Mathieson et James Herbert pour Le Roi Arthur, et enfin Edgar Wright, Bill Pope et Paul Machlis pour Baby Driver. Et le Final Award du meilleur combo réalisation, photo et montage est attribué à Darren Aronofsky, Matthew Libatic et Andrew Weisblum pour Mother. Pour moi, c'est le seul film là qui réunit le combo des trois où la réalisation est assez simple mais elle est hyper efficace. La photo, elle est juste efficace, c'est ça le truc. Et le montage il est efficace et il est vachement bon dans la dernière partie du film. C'est ce combo des trois là, plus l'écriture évidemment, qui m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti devant ce film et qui fait que ce film termine en top de ma pyramide quoi. Et que c'est le seul à occuper cette place. Si on accepte évidemment Terminator 2 qui est pas sorti cette année mais qui est juste ressorti cette année et que j'ai mis là comme ça parce que voilà. Ensuite on passe à la catégorie meilleur acteur. Meilleur acteur, j'en ai pas trouvé des masses aussi. J'aurais pu en mettre plein. Le fait est que à chaque fois qu'un acteur a déjà fait la même prestation dans un autre film, je ne nomine pas dans le meilleur acteur de l'année. Je vais commencer par des mentions honorables et ensuite on passera aux vrais nominés. Donc pour les mentions honorables, j'ai trouvé bon de citer Jude Law pour Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, et ça me pèse de le nominer parce que je déteste cet acteur d'habitude, mais là il faut dire qu'il est vraiment bon. Ce qui l'empêche d'être nominé, c'est justement les moments où il doit faire le mec ému, etc., qui a un cœur, il n'y arrive pas du tout. Hugh Jackman pour Logan, parce que même si le film est nul, lui il se donne à fond, donc au moins de manière honorifique, je reconnais qu'il se donne à fond. Malheureusement, il n'y a pas matière à se donner à fond dans ce film. Taron Egerton, il a joué exactement pareil dans Kingsman 1, donc il était très bien dans Kingsman 1, mais il est pareil dans Kingsman 2, donc pas de nomination, mention honorable. Jason Momoa, Justice League, il aurait eu sa nomination si son personnage était plus présent dans le film, malheureusement, pas assez de présence, donc ce serait un peu injuste de le nominer, puisque au final, dans le film, il ne fait qu'être présent, irradier le film de tout son charisme, mais sinon, en termes d'acting, il ne fait pas énormément de choses. Et enfin, Michael Keaton, parce que c'est Michael Keaton, et du coup, il joue le rôle comme Michael Keaton sait jouer les rôles, puisque c'est Michael Keaton qui joue, c'est tout. Après, il n'a pas énormément de choses à jouer. Tu changes l'acteur, c'est plus le même méchant. Et du coup, on passe aux vraies nominations. Premier nominé, Mark Hamill pour Star Wars, le dernier Jedi, et pas les derniers Jedi, et John Hamm pour Baby Driver. Et le Final Award du meilleur acteur est attribué à Mark Hamill pour Star Wars, le dernier Jedi. C'est Mark Hamill qui gagne. Jusqu'à ce que je vois Baby Driver, il n'y avait vraiment que lui. Je trouvais qu'il se donnait à fond dans son rôle, dont la manière de jouer collait parfaitement au personnage. Le jeu de Mark Hamill dans ce film, c'est le jeu de Tom Cruise, c'est le jeu de ces mecs-là qui se donnent à fond et vraiment ça passe ou ça casse. Le même jeu avec une réalisation foireuse, c'est du Nanarland. Mais comme la réalisation parfois magnifie son jeu, c'est lui qui gagne et de loin face aux mentions honorables et de peu face à John Hamm. Parce que pareil, John Hamm dans Baby Driver, il est magnifié. Si on regarde John Hamm dans d'autres films ou quoi, il n'a pas du tout le charisme qu'il a dans ce film-là. Ensuite, on a fait meilleur acteur, du coup maintenant on va faire meilleure actrice. Alors on est en pleine polémique Weinstein, machin truc, etc. Affaire de sexisme et tout et tout. Pourquoi je continue de séparer acteur et actrice? C'est que je trouve que les hommes et les femmes, quand ils jouent, ne dégagent pas la même chose. Ça veut pas dire que ce que dégagent les hommes est mieux que ce que dégagent les femmes. Parfois c'est les hommes qui dégagent plus, parfois c'est les femmes qui dégagent plus. Le fait est que je trouve qu'ils ne dégagent pas la même chose et qu'on ne peut pas juger une performance d'actrice, une performance d'acteur. Dans Terminator 2, est-ce que c'est Linda Hamilton qui joue le mieux ou est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger?
ils dégagent pas la même chose, ils ont pas le même rôle, donc on peut pas vraiment les comparer. Bref, du coup, pour les rôles de meilleure actrice, les nominés sont Gal Gadot pour Justice League et pas pour Wonder Woman, parce qu'il faut dire qu'elle joue quand même vachement mieux dans Justice League que Wonder Woman. Emma Stone pour La La Land, même si j'ai moyennement aimé le film, il faut dire qu'elle joue parfaitement bien. Charlize Theron pour Fast and Furious 8. Et pas pour Atomic Blonde, parce que dans Fast and Furious, quoi qu'on en dise, son rôle est beaucoup plus subtil. Et enfin, Lily James pour Baby Driver. Et le Final Awards de la meilleure actrice attribué à Emma Stone pour La La Land et Lily James pour Baby Driver. Et là j'ai vraiment hésité parce que Charlize Theron, je trouve qu'elle joue vachement bien dans Fast and Furious 8. Mais le truc c'est que on a l'impression que c'est un film popcorn, bas du front, de bof, mal réalisé, etc. Mais en réalité, regardez les scènes avec Charlize Theron, elle est toujours servie par la réalisation. Et je pense que ça aide beaucoup dans son côté hyper charismatique dans ce film-là. Bon après Charlize Theron, je la trouve hyper charismatique dans pas mal de films. J'allais pas quasiment toutes les faire gagner. Celle qui est en dessous des autres, c'est Gal Gadot, je trouve, qui n'est pas une extraordinaire actrice, mais dans Justice League, je trouve qu'elle dégage quelque chose de vachement apaisé, une espèce de force calme et bienveillante. Et c'est pour ça que je l'ai nominée. Après, en termes de jeu, je trouve qu'Emma Stone et Lily James surpassent Gal Gadot et Charlize Theron. Quoique Charlize Theron, je sais pas. C'est hyper compliqué j'ai pas voulu faire gagner tout le monde, du coup il a fallu que je fasse un choix, j'ai donné 2 récompenses, mais Charlize Theron n'est pas loin derrière quand même. Ensuite, j'ai dit que je ne mélangeais pas acteur et actrice. Je vais le faire pour les acteurs qui croient bien jouer, mais en fait non. Mais je suis un peu vache là, puisque j'ai bien dit tout à l'heure que des fois on peut jouer à fond, et si on n'est pas servi par la réal ou par l'écriture, c'est bidon. Enfin bref, les nominés sont Emma Watson, je fais la Macarena avec mes sourcils pour La Belle et la Bête. Dan Steven, j'aurais mieux fait de me péter la jambe que venir au casting de ce film pour La Belle et la Bête. Dan Dehan, je me prends pour DiCaprio alors que je suis même pas son ombre pour Valérian et Laureline. Ah oui non, c'est vrai que Luc Besson a viré Laureline du titre. Kaya Scodelario, j'aurais mieux fait de lire le script avant de signer pour Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Et Tessa Thompson, Les écoles de comédie, ça existe pour Thor Ragnarok. Et le Final Awards de l'acteur qui pense bien jouer mais en fait non est attribué à Tessa Thompson pour Thor Ragnarok. Elle a un certain éventail de jeux dans ce film. Elle fait la fille bourrée, elle fait la fille déprimée, elle fait la fille en colère, elle fait la fille badass. Et tous ces registres, elle les foire. Alors je sais pas si c'est la réalisation ou quoi, mais tout est foiré. Le moment où elle fait semblant de tomber parce qu'elle est bourrée, etc. Tu dis à un mec qui sait pas jouer, vas-y, fais le mec bourré, il te fait la même chose. Elle était pas mal dans Creed, mais dans Creed, elle était sur la retenue. Donc vraiment pour moi, c'est pas passé. Après, derrière, on a Emma Watson. Bon, Emma Watson, c'est pas une excellente actrice. Elle était bien dans Harry Potter 1 et Harry Potter 2 parce qu'elle avait la fraîcheur de la jeunesse qui faisait qu'elle était un peu pétillante, machin, mais quand elle a commencé à vouloir faire l'actrice à partir du 3, alors là, ça allait plus du tout. Les seuls trucs qu'elle fait, c'est des mouvements de sourcils et je lève les sourcils, et puis non, puis je comprends pas, et je lève les sourcils, et je les baisse, et machin, après je fronce les sourcils. Non, elle joue vraiment pas bien, Emma Watson, et elle surjoue constamment, et ça va pas du tout. Ensuite, la bête de La Belle et la Bête, je suis vache parce que le rôle est pourri, et le personnage est détruit, et par le design du personnage, et ensuite par l'écriture. Et là où j'ai été vache aussi, c'est pour Scodelario de Pirates des Caraïbes 5, c'est que le rôle est nul. Elle se contente de répéter « Je ne suis pas une sorcière, je ne suis pas une sorcière, mais non, c'est de la science, mais non, c'est de la science. On va chercher le trident, on va chercher le trident. » Elle a 4 phrases et demie, elle tourne autour de ça, et elle doit paraître offensée à chaque fois qu'elle dit ça. Donc le rôle est nul, c'est le rôle qui est nul. Mais elle dégage rien dans ce film. Maintenant qu'on a fait le tour des acteurs, on va passer à des awards techniques avec les meilleurs effets spéciaux. Donc pour les meilleurs effets spéciaux, les nominés sont Star Wars 8 pour la création de Snoke. Parce qu'il faut revoir Star Wars 7 et il est dégueulasse dans le 7 et dans le 8 il passe nickel. Il y a juste 2-3 plans où il est face à Rey et qu'il la touche où on voit que c'est du faux, mais sinon c'est, je trouve, vachement bien fait. Lego Batman pour tout le film. Le film est juste hallucinant, on a l'impression que c'est de la stop motion. Moi Moche et Méchant 3 pour la scène finale avec le robot et les passages de série télé avec ce même robot qui peut être fait en practical effect pour ces scènes de série télé. J'arrive pas à le voir, soit c'est très bien fait, soit c'est du practical effect. Dans tous les cas, il est nominé. Et enfin, Fast and Furious 8 pour le moment où Vin Diesel a des larmes qui coulent des yeux. C'est un effet spécial qui a nécessité énormément de monde, d'ingénieurs, de spécialistes spéciaux. Il y a ILM qui a bossé dessus, il y a la Weta. C'était un truc de fou. Les logiciels plantés à chaque fois qu'ils essayaient d'incruster par-dessus le visage de Vin Diesel des larmes. Ça a duré des mois et c'est juste 3 semaines avant la sortie qu'ils ont réussi à créer un programme qui réussirait à implanter ces larmes sur le visage de Vin Diesel. Tellement que Vin Diesel c'est un bonhomme et qui peut pas pleurer, c'était impossible à faire et ils ont quand même réussi. Donc franchement les mecs, chapeau. Et le gagnant des Final Awards des meilleurs effets spéciaux est attribué à
Lego Batman pour tout le film et Fast and Furious 8 pour les larmes de Vin Diesel. Donc gagnant Lego Batman et Vin Diesel dans Fast and Furious 8, Lego Batman, ça me tue, mais vraiment, mais autant que le premier, La Grande Aventure Lego, ça me tue de voir des films comme ça, on a l'impression que c'est réel, on dirait de la stop motion, mais réellement, les textures sont super bien faites. Moi quand j'ai vu La Grande Aventure Lego, je pensais que c'était de la stop motion, et quand j'étais devant le film, je me disais c'est hallucinant ce qu'ils ont fait en stop motion, ça doit être un boulot énorme. Et c'est après en voyant la vidéo critique de Durandal, où il disait que c'était du numérique et qu'ils avaient vachement bien que ça avait l'air vrai malgré que ce soit du numérique. Je m'étais dit qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il dit encore un truc complètement pété, comme la fois où il avait parlé des jumeaux dans The Social Network qui étaient des vrais jumeaux mais que David Fincher les trouvait pas assez jumeaux du coup, alors qu'en fait c'était deux acteurs différents qui se ressemblaient pas. Du coup je m'étais dit allez, il nous dit une bêtise encore, et en fait non, il avait raison, c'était du tout numérique. Vraiment moi je suis sur les fesses quand je vois ça, c'est hallucinant le niveau de détail qu'il y a, et quand je vois le film je ne vois pas du numérique. Ensuite on passe à une autre catégorie technique, c'est le meilleur effet de montage. Alors je parle pas de meilleur montage sur l'entièreté du film, je parle du meilleur effet de montage, c'est-à-dire sur une seule scène, comment le montage modifie la narration et accentue la force émotionnelle de la scène. Donc pour ça les nominés sont Star Wars 8 pour la scène où Luke fait ressentir la force à Rey. Tout est basé sur le montage et cette scène fonctionne vachement bien. Star Wars 8 encore pour le passage de flambeau de Luke à Rey avec la réplique « Et je ne suis pas le dernier Jedi ». Et on passe d'un plan de la tête de Luke à exactement le même plan avec la tête de Rey. Et juste par cet effet de montage, il y a le passage de flambeau que Luke a toujours refusé pendant tout le film à Rey. Et là, en un plan, le flambeau est passé. Et enfin, la scène de soumission d'Arthur par Jude Law dans Le Roi Arthur. Et le Final Award du meilleur effet de montage est attribué à Le Roi Arthur pour la scène de soumission d'Arthur. Donc le gagnant c'est Le Roi Arthur. Sur cette scène, s'il l'avait fait dans l'ordre chronologique, on aurait eu Le Roi Arthur qui voit Jude Law, il se parle, machin tue la fille, menace de tuer les autres filles, et ensuite le Roi Arthur marcherait vers le bourreau. Et là du coup pendant toute la scène, tout le moment où il marche, le but de la scène ça aurait été de mettre de la tension en disant alors est-ce qu'il va prendre l'épée, est-ce qu'il va se rebeller, est-ce qu'il va pas se rebeller, machin. Et du coup la question ça aurait été ça. Alors que là, le fait de faire un montage alterné des menaces et de lui en train de marcher et de Jude Law en train de soumettre la foule, ça nous met dans la tête du personnage et on voit ce à quoi il pense. Et on voit que quand il marche, ce à quoi il pense, c'est que les filles vont mourir s'il prend l'épée, et donc c'est évident qu'il va pas prendre l'épée. Et donc là ça modifie la scène, et ce qu'on voit c'est juste le poids de la culpabilité, de la responsabilité, etc. sur les épaules d'Arthur. Il ne voulait pas se rebeller contre ce roi, maintenant il voit ce qu'est ce roi, et là il est dépité. Et il marche vers sa mort doucement. Ça change complètement la scène, et je trouve que cette scène émotionnellement, elle est hyper puissante. Ensuite, récompense très simple, la meilleure musique qu'il y a dans un film, donc c'est pas la BO, mais juste une seule musique. Donc les nominés sont Wildberry, Devil and the Huntsman pour Le Roi Arthur. Young men came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? Barry White, Never Gonna Give You Up pour Baby Driver. Et enfin Johnny Cash pour Hurt pour la bande-annonce de Logan. On fait ce qu'on peut, et quand il n'y a pas des musiques bien dans les films, je prends où je peux. Et cette musique est géniale. Et si Logan avait pu être à l'image de cette musique, ça aurait été parfait. I hurt myself today to see if I still feel. Et le Final Award de la meilleure musique est attribué à Le Roi Arthur pour Wildberry, Devil and the Huntsman. Voilà, j'ai pas besoin de polémiquer ou j'ai pas besoin de donner mon avis ou quoi, je trouve que la musique est vachement bien. Au-delà de ça, la BO est vachement bien aussi, il fait des solos de guitare avec des espèces de vieux instruments à grosses cordes qu'on sent vibrer, des cordes pas très tendues, etc. Enfin bref, je trouve que la musique de ce film est vachement bien, et celle-là en particulier. Ensuite, et là il y a beaucoup de nominés, c'est le meilleur message. Star Wars, le dernier Jedi. Pour le message comme quoi l'échec est le meilleur maître, et aussi pour le fait qu'il ne faut jamais oublier pourquoi on fait les choses, parce que sinon on va tout simplement au chaos, à la névrose, à n'importe quoi, et on se perd. Et ça c'est amené par la phrase de Rose qui dit « Ce n'est pas en tuant ce qu'on déteste qu'on gagne une guerre, c'est en sauvant ce qu'on aime ». Ensuite, Baby Driver, pour le fait que quand on juge quelqu'un, il ne faut jamais oublier que c'est un humain, et donc toujours tenir compte du contexte. Tout dans la vie est une question
de contexte. C'est pour ça que c'est très important de créer un contexte le plus favorable possible pour justement pouvoir vivre tous ensemble dans une société saine. Ensuite, Justice League pour le fait que pour faire le bien, il faut déjà faire sa part et que c'est déjà bien. Et ça, c'est illustré par la phrase de Batman qui dit à un Flash tout tremblant et qui n'ose pas aller se battre, vas-y, ne tape personne, ne te bats pas, prends quelqu'un et sauve-le. C'est tout, je t'en demande pas plus. Ensuite, Mother pour le fait que l'humain est un cancer et que Dieu n'est pas un antidote. Autrement dit, on peut pas se contenter de foutre la merde sur terre et de prier Dieu pour qu'il résolve tout. On doit se regarder en face et changer. Et aussi qu'il ne faut pas vivre dans l'œil admirateur de l'autre. Il ne faut pas se juger en fonction de ce que les gens pensent de nous. C'est la notion même de dignité. J'en ai parlé dans ma vidéo des vœux 2018. Ensuite, La La Land pour le fait qu'il vaut mieux avoir une belle carrière qu'un couple heureux. Ah oui non, c'est bête ça. Non, en fait c'est bête. Ok, ça je l'enlève. Alors on a ensuite Fast and Furious 8 pour le fait qu'une victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite car elle est provisoire, comme disait Gandhi. Et ça c'est illustré par la phrase de Dom Toretto qui dit à un moment du film « Le problème quand tu poses ton pied sur le cou d'un tigre, c'est que tu peux plus l'enlever. » Autrement dit, gagne par la violence et tu ne seras victorieux que jusqu'au moment où les gens que tu as soumis se soulèvent. Et enfin, Moi Moche et Méchant 3 pour le fait qu'il faut poursuivre ses rêves mais qu'il ne faut pas en faire une maladie si tu ne les atteins pas et que dans ce cas-là, tu peux toujours aimer ce que tu as et ne pas tomber dans une névrose à toujours désirer ce que tu n'as pas. Et ça, c'est illustré par Agnès qui veut absolument une licorne. Et dans le film, elle n'a pas une licorne, il y a autre chose qui vient à elle. Elle croit que c'est une licorne au début, finalement non. Et elle l'accepte et elle l'aime. Et le Final Award du meilleur message est attribué à Mother pour le fait que l'humain est un cancer. Malheureusement, c'est pas très optimiste. Le message, il est très simple, il est très, pas nihiliste, mais il est très fataliste. Mais ce message, on le prend comme une claque dans ce film, donc c'est pour ça qu'il gagne. Mais sinon, j'aurais pu faire gagner tous les films parce que tous les messages que j'ai nominés sont bons. C'est pour ça que j'ai pas réussi à faire une sélection de 3 ou 4 films et que j'en ai foutu 6 ou 7. Ensuite, il est temps, pour terminer ces catégories générales, de décerner un award d'honneur. Et l'award d'honneur cette année, je l'attribue à Mel Gibson parce qu'il y a pas longtemps, j'ai revu Braveheart et nom de Dieu, ce film a une puissance émotionnelle qui est énorme. On peut dire que c'est du cliché, on peut dire ce qu'on a envie, n'empêche que Mel Gibson c'est son second film et il t'arrache les tripes dans ce film. C'est des films qui sont très humains. Ce qui est hallucinant, c'est que Mel Gibson, il refait plus ou moins la même chose à chaque film. Quand il refait ensuite La Passion du Christ ou Apocalypto ou Tu ne tueras point, c'est des films qui sont hyper humains, qu'on peut critiquer en disant ah c'est cliché, on voit les ficelles ou machin ou quoi. N'empêche que c'est des films qui te prennent aux tripes et qui te parlent de l'humain à chaque fois, qui te montrent ce que l'humain peut être de dégueulasse et ce que l'humain peut être de grandiose. Après, c'est à vous de faire votre choix. Je reviens sur La Passion du Christ, par exemple. On a parlé de La Passion du Christ en disant que c'était un film qui était antisémite. Mais nom de Dieu, il nous montre ce que la religion fait de bien à ce moment-là, c'est-à-dire Jésus, qui est un juif, et il montre ce que la religion fait de mal à ce moment-là, c'est-à-dire, je sais pas comment on appelle les hauts gradés juifs, machin, de l'époque, comme il pourrait critiquer le gouvernement face au peuple, etc. Le gouvernement fait partie du peuple. Bon, critiquer le gouvernement, ce n'est pas critiquer le peuple. Bon, ben là c'est pareil, critiquer des élites religieuses, ce n'est pas critiquer le peuple religieux. Et dans chacun de ses films, il fait ça. Il montre ce que la foi fait de meilleur et ce que la foi fait de pire. Donc bref, c'est pour ça que je lui donne l'Oscar d'honneur. Et du coup, maintenant, on va passer à l'Oscar du déshonneur. Déshonneur sur ta famille, déshonneur sur toi, déshonneur sur ta vache. Et l'Oscar du déshonneur, du coup, est attribué à David Yates parce que ce mec-là est le 5e réalisateur le plus bankable de toute l'histoire du cinéma. Le 5e, sérieux. Il a fait 4 Harry Potter, Les Animaux Fantastiques et un Tarzan. Il a tout foiré. Je vais faire des vidéos, je travaille dessus pour expliquer en quoi il a foiré ses Harry Potter à lui. Mais ce mec-là a une réalisation qui est lourdingue. La photo est constamment dégueulasse. Donc je ne comprends pas pourquoi on continue à prendre ce mec. On mettrait une chèvre pour réaliser des Harry Potter, ça fonctionnerait parce que c'est Harry Potter. Faut arrêter de croire que c'est ce mec-là, ou alors c'est un mec qui fait tout ce qu'on lui demande. Je suis persuadé qu'il a même pas lu les livres. Donc enfin bref, ça me saoule, donc déshonneur sur lui, et puis voilà. Donc maintenant on va passer aux catégories spéciales. Alors, première catégorie spéciale, c'est une catégorie que j'ai appelée ça sert à ça le cinéma, parce que j'en ai marre qu'on fasse des trucs réalistes, qu'on nous vende du réalisme, etc. Le réalisme peut avoir une puissance émotionnelle dans certains cas, mais souvent quand l'idée c'est de trouver le réalisme, on ne trouve pas forcément l'émotion. Je trouve que pour susciter l'émotion, les choses irréalistes, le fantastique, etc. Par exemple, dans Fast and Furious 6, le moment où Dom Toretto saute d'un pont à l'autre et rattrape sa bien-aimée au vol pour atterrir sur le pare-brise d'une voiture, c'est un plan qui est débile, etc. Mais émotionnellement, ça marche. Ah, si on aime les personnages, évidemment, si on est devant avec du popcorn et qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est con, c'est rigolo ». Voilà, si on aime les personnages, ça fonctionne, et pourtant c'est irréaliste. La scène, par exemple, de Gandalf qui est devant les portes noires et qui d'un coup s'arrête de se battre, voit le papillon passer, et du coup ça annonce les aigles, etc. La scène est belle.
La scène est belle. Ils sont allés à la mort pour essayer d'aider un tout petit peu Frodon, pour lui laisser un petit peu de temps. Et le fait que Gandalf arrête de se battre, que la musique ralentisse, ça, c'est pas réaliste. N'importe quel orc attrape la barbe à Gandalf et lui tranche le haut de la tête. Ça n'a pas de sens. Mais ça illustre parfaitement l'espoir qui renaît d'un coup. Ça y est, il y a de l'espoir, finalement on va pouvoir vivre parce que des renforts arrivent. Donc le réalisme, ça commence à me gaver au cinéma. Donc voilà les films qui n'ont pas choisi le réalisme et je trouve ça très bien. Donc les nominés sont Fast and Furious 8, pour le fait qu'on a beau nous servir des actions irréelles, le film est quand même serious business au niveau des émotions. Le Roi Arthur, pour le traitement moderne de quelque chose qui ne l'est pas du tout et qui en fait donc une adaptation très libre. Mother, pour le fait que le film est inclassable et qu'on ne nous explique rien du tout. Et enfin Kingsman 2, pour son univers fantasque, mais qui reste sérieux dans les thèmes, et aussi qui a un côté très sale gosse, du genre j'ai pas le droit de le faire, eh ben je vais le faire. Et le Final Award de la catégorie le cinéma ça sert à ça est attribué à Mother pour son côté inclassable et le fait qu'on ne nous explique jamais la logique de l'univers dans lequel on est. Il ne fait pas que le choix de ne pas être réaliste, mais en plus il fait le choix de ne même pas expliquer. Il nous fait juste quelque chose, une espèce de fable, qu'il ne nous explique pas, et c'est à nous de voir si on accepte ou pas. Et pour moi je l'ai complètement accepté, et ça fonctionne vachement bien. Ensuite on va passer au couple, on va dire... comment ça s'appelle ? On va voir quels ont été pour moi les pires couples de l'année, et il y en a deux, les nominés sont... La Belle et la Bête pour le film La Belle et la Bête, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Et enfin Valérian et Laureline pour le film Valérian et pas Laureline, vu que je le répète, on a enlevé Laureline du titre alors que c'est censé être une femme forte. Et le Final Award du pire couple 2017 est attribué à La Belle et la Bête, qui malheureusement partait avec une base extrêmement solide qui est le dessin animé de 91 et qui nous sert un couple fait de caca. À vouloir faire du psychologisme à deux balles, etc., à avoir voulu nous dire le passé de la belle, le passé de la bête, etc., ça casse complètement la dynamique qu'il y a entre les deux, et du coup ça fait en sorte que la belle a pitié de la bête, du coup ça change le rapport qu'il y a entre les deux, ce qui fait que, enfin bref, je ferai une vidéo là-dessus, je l'ai déjà dit dans ma pyramide, donc je ferai une vidéo là-dessus, enfin un live là-dessus, mais le couple est complètement pété, il n'y a rien qui fonctionne entre les deux, et c'est vraiment dommage. Donc on a dit d'abord le pire, maintenant on va passer au meilleur. Les nominés pour la catégorie des meilleurs couples sont... Baby et Deborah pour Baby Driver, qui forment un couple plein d'espoir et faussement naïf. Anastasia Steele et Christian Grey pour 50 nuances plus sombres, qui arrivent à créer leur microcosme amoureux dans le film. Dom et Letty pour Fast and Furious 8, qui est juste le couple le plus indestructible de toute l'histoire du cinéma. Oh, il exagère, c'est n'importe quoi. Et Buddy et Darling pour Baby Driver, qui forment un couple carrément fou, mais qui s'aiment à la folie. Et le Final Award du meilleur couple est attribué à... Baby et Deborah, Anastasia et Christian et Dom et Letty pour le fait qu'ils soient mignons et faussement naïfs, qui créent leur microcosme amoureux et que le couple est indestructible. Si on prend les trois gagnants, ils ont une caractéristique qui forme le couple parfait. C'est-à-dire que si on prend ces trois couples et qu'on les fusionne, enfin je leur dis pas de former un couple à 6, mais voilà, si on prend les trois caractéristiques de ces trois couples et qu'on les met dans un seul couple, c'est le couple parfait. Ensuite on passe à la catégorie de la meilleure femme forte. Et pour cette catégorie, les nominés sont... Gal Gadot pour Wonder Woman et Justice League. Astrid Bergès-Frisbee pour Le Roi Arthur, Charlize Theron pour Fast and Furious 8 et Atomic Blonde, et Agnès pour Moi Moche et Méchant 3. Et le Final Award de la meilleure femme forte est attribué à... Gal Gadot pour Wonder Woman et Justice League. C'est le personnage de Wonder Woman qui gagne pour ce qu'elle évoque. Je parle pas de la performance d'actrice ou quoi que ce soit. Charlize Theron est une femme forte et il n'y a pas à dire. C'est une femme qui met plus ou moins à genoux le monde. Donc niveau femme forte, voilà. Agnès dans Moi Moche et Méchant, je trouve que c'est sa force de caractère. Alors peut-être que c'est lié au fait qu'elle soit enfant, etc. etc. N'empêche que je trouve que c'est un bon modèle. Et Guenièvre dans Le Roi Arthur, on peut dire qu'elle est effacée. Mais il rappelle que lorsqu'elle intervient, qu'elle contrôle les animaux, etc., elle est les animaux, c'est elle qui agit, donc il faut voir son personnage non pas juste comme le moment où elle est là en tant que Guenièvre, mais aussi ce qu'elle fait en tant que animaux qu'elle contrôle. Et je trouve que comme ça le personnage fonctionne vachement bien. Et en plus il y a son côté qui résiste à la drague très lourde du Roi Arthur. Et pourquoi Wonder Woman, je l'ai expliqué plus tôt, où j'ai expliqué pour moi ce qu'elle dégage dans ces films-là. Ensuite on passe au meilleur combat. Les nominés sont... Le Roi Arthur pour la scène où l'armée du roi assiège le club de karaté d'Arthur. Cette scène bénéficie d'une bonne préparation, avec de la tension juste avant que ça démarre, de péripéties assez sympas, et enfin d'une vraie conclusion où l'atmosphère change à partir du moment où il gagne, et où on voit les conséquences de ce combat, c'est-à-dire l'espoir qui renaît chez le peuple qui a assisté au combat de Arthur, finalement contre tout le monde, et qui les a massacrés. Ensuite, Fast and Furious 8 pour le combat très rapide mais très simple entre Vin Diesel et l'homme de main
à barbe. Ce combat bénéficie d'une longue préparation qui a été faite en plusieurs étapes tout au long du film. Au niveau des péripéties, c'est très court, mais on y voit Dom Toretto qui met des coups de karaté, chose qu'il avait jamais fait, donc moi je trouve ça marrant. Et enfin, la conclusion est nickel, puisque ça marque la libération de Dom Toretto de l'emprise de Cypher, et que ça se fait à la manière de Dom Toretto, c'est-à-dire un cassage de nuque en bonne et due forme. Ensuite, moi moche et méchant pour le combat de danse, parce que c'est original et marrant. Et enfin, Justice League pour le combat entre la Ligue de Justice, justement, et qui nous montre parfaitement les limites du pouvoir de Superman, c'est-à-dire qu'il en a pas. Et le Final Award du meilleur combat est attribué à Justice League pour la scène de Superman qui se fait toute la ligue. Le film est vraiment pas terrible, mais cette scène, je trouve, fonctionne. Alors il y a eu des retouches qui ont été faites par Whedon apparemment, il y a des trucs que j'aime pas trop dans cette scène, mais le fait qu'on voit réellement la puissance de Superman, je trouve qu'on la ressent vraiment. Il n'y a pas un échange de bourre-pif de 3 heures, etc., mais juste le fait que Superman, sans effort, arrive à maîtriser tout le monde et arrive à voir Flash qui essaye de le contourner pour l'attaquer dans le dos. Je trouve que c'est une scène qui fonctionne vachement bien et il y a beaucoup plus de tension que dans des scènes par exemple qui durent un quart d'heure où ils se mettent des bourre-pifs dans la tronche pendant 3 quarts d'heure et au final on ressent rien. Et on va terminer maintenant par les répliques. Alors on va commencer, je ne veux pas terminer la vidéo par les pires, donc on va le faire tout de suite. On commence par les pires répliques. Les pires répliques, les nominés sont Thor Ragnarok pour la phrase que dit le golem justement lorsque le Ragnarok se produit et qui détruit complètement toute émotion qu'il aurait pu avoir. Ensuite Logan pour la dernière réplique de Logan du film. Je vais pas passer l'extrait pour pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. J'avais compris cette réplique d'une certaine manière où je me disais ah c'est dommage, s'ils avaient fait ça, la réplique aurait eu plus de force, et en réalité la réplique ne veut pas du tout dire ça, elle veut dire complètement autre chose. Ça a été confirmé par le réalisateur et avec le sens que le réalisateur a voulu lui donner, c'est complètement stupide. J'expliquerai probablement dans un débat si quelqu'un veut débattre avec moi sur ce film. Et enfin Justice League pour le moment où Superman, alors qu'il est dans un combat contre le grand méchant, tourne d'un coup la tête comme un chien de chasse et dit « Humain en danger ». Et se précipite pour aller sauver 3 humains au lieu d'exploser la tronche du méchant qui justement est la cause de la mise en danger des humains. Et ensuite pour une seconde phrase qui est un dialogue entre Lois Lane et la mère de Superman, et où en toute détente la mère de Superman dit à Lois Lane à propos de son métier de journaliste « Clark me disait que vous étiez vraiment une assoiffée ». Et là elle se reprend en disant « Oh, pardon, je voulais dire affamée ». Et elle rigole. Donc nous assistons à un sous-entendu sexuel à propos du fils mort et du mari mort entre une fille et sa belle-mère. Le monde va bien. Merci Joss Whedon. Et le Final Award de la pire réplique est attribué à Justice League pour Humain en danger et Clark m'a dit que vous étiez une vraie assoiffée. Les répliques qui sont pourries, je suis persuadé que c'est du Whedon parce que ça pue le Whedon à 3 km. Bref, ça me déprime. Du coup, on va passer aux meilleures répliques et on terminera là-dessus. Pour les meilleures répliques, les nominés sont le roi Arthur pour la scène où le bras droit du roi se place devant un mec qui est baraqué et lui dit en toute détente: toi, t'es un gars balèze. Alors pousse-toi un peu que je passe. Ce qui est marrant parce que justement en général les gens quand ils sont costauds on leur parle pas comme ça. Ensuite Lego Batman pour le moment où Robin dit à Batman: oui, je m'appelle Richard Grayson, mais les enfants de l'orphelinat m'appellent Dick. Les enfants sont parfois étranges. Oui. Il n'y avait pas de sous-entendu mais la réponse de Batman fait que du coup il y a un sous-entendu et que c'est marrant. Fast and Furious 8 pour le florilège de répliques qu'il y a, notamment... Je sais que c'est pas important ce qu'il y a sous le capot. Le seul truc qui est important c'est de savoir qui tient le volant. Et ce jour-là, avec mes petits poings, je prendrai ta gueule pour un tam-tam. Avec tout mon respect, capitaine, une fois que tout sera fini, on va se trouver un coin tranquille. Et là, je pourrais t'enfoncer les dents si loin dans la gorge que tu te colleras une main dans le cul pour aller les brosser. Le problème quand tu poses le pied sur le cou d'un tigre, c'est que tu ne peux jamais l'enlever. Tu sais, je crois que ces t-shirts sont trop moulants. Ça empêche le sang d'aller au cerveau. Tu devrais mettre une taille au-dessus. Star Wars 8 pour le moment où Rose dit à Finn: ce n'est pas en détruisant ce qu'on déteste qu'on gagne une guerre, c'est en sauvant ce qu'on aime. Et enfin, Moi Moche et Méchant 3, pour le moment où Gru apprend finalement que son père n'était pas mort à sa naissance, et du coup on apprend ce que sa mère avait dit à Gru pour expliquer le fait qu'il n'est pas de père, et l'explication de la mère c'était: tu ne m'as jamais dit que j'avais un frère, et tu m'as dit que papa était mort de honte à ma naissance. Ce qui est franchement fandard. Et ce dernier Final Award de la meilleure réplique est attribué à tout le monde parce que toutes ces répliques sont bien. Donc voilà, là c'est l'école des fans, tout le monde a gagné, au moins on termine sur un bon truc. J'espère que vous avez aimé la vidéo, en tout cas moi ça m'a pris le temps de les faire et j'aime le résultat. Je reverrai si je en refais une l'année prochaine, c'est pas sûr mais bon on verra. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et à plus.